Bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les châteaux de vin en Bordelais qui s'inscrit dans le tour du monde d'Intermed. Même si nous restons en France et en Aquitaine, nous étions mardi dernier en Aquitaine, au Pays Basque. Et nous serons donc aujourd'hui en Gironde, et plus particulièrement dans le Bordelais, pour parler de ces châteaux de vin qui sont une des richesses de cette région du Bordelais et de son vignoble, bien évidemment. Donc, je laisse les uns et les autres arriver. Donc, après un rapide rappel de la géographie du vignoble bordelais et de son histoire, j'évoquerai la question de l'invention, de la naissance du château viticole, qui est un château avec une finalité particulière, hein, à des fins d'être un peu l'image de marque des domaines viticoles. Et puis nous parlerons de l'histoire, de l'essor des châteaux, comment depuis le XVIIe siècle, ces châteaux ont évolué dans leur architecture jusqu'à la période récente, où depuis une trentaine d'années, on assiste à un renouveau architectural des châteaux viticoles qui donne lieu à des réalisations tout à fait intéressantes, exemplaires, dans cette période récente. Donc un petit rappel sur le vignoble bordelais. Vous le situez bien, donc de part et d'autre de l'estuaire de la Gironde. Donc ce vignoble, en fait, est constitué de trois grands ensembles. Le premier, qui rassemble les vignes du haut estuaire de la Gironde, bien sûr, c'est le Médoc. Et puis, de l'autre côté de l'estuaire, c'est le Blayais et le Bourget. Et puis, le second ensemble, lorsqu'on descend la Gironde, c'est sur la rive gauche les Graves et le Sauternay. Et puis, sur la rive droite, entre la rive droite de la Gironde, de la Garonne, et la rive gauche de la Dordogne, c'est les côtes de Bordeaux, qu'on appelle aussi l'entre-deux-mers. Et puis, sur la rive droite de la Dordogne, c'est bien sûr le Libournais, s'étend sur les côtes du Libournais et le Castillon. Et donc, ces différents secteurs rassemblent les appellations les plus prestigieuses du vignoble bordelais. Pour le Libournais, donc la rive droite de la Dordogne, c'est évidemment Saint-Émilion, bien connu, et ses satellites, la Montagne, Saint-Émilion, Lussac, Puisseguin, Saint-Georges, et puis les Pomerol et les Fronsac. En Médoc, sur la rive gauche de la Gironde, de l'estuaire de la Gironde, c'est le chapelet des Médocs, depuis Margaux, Saint-Julien, Bechefeld, Saint-Julien-Bechefeld, Pauillac, Saint-Estèphe, et puis après on trouve les Graves et les Sauternes. Et puis donc de l'autre côté, dans l'entre-deux-mers, entre la rive droite de la Garonne et la rive gauche de la Gironde, ce sont les côtes de Bordeaux. Et puis plus proche de l'estuaire, sur la rive droite de l'estuaire de la Garonne, c'est de la Gironde, c'est bien sûr les côtes de Bourg et les côtes du Blayais. Et Bordeaux, tel qu'on le voit sur cette image, avec la place de l'Intendance, et au cœur de ce vignoble bordelais. Alors ce vignoble bordelais a une histoire, il date depuis l'Antiquité, et à différentes périodes, on évoque effectivement des éléments clés de son histoire. C'est par exemple au IVe siècle, on parle du poète Ozone, qui avait un vignoble près de Saint-Émilion. Le poète Ozone était un consul romain implanté à Burdigala, le nom ancien, le nom romain de Bordeaux. Et donc, dès cette époque-là, on évoque le vignoble du poète Ozone dans la région de Saint-Émilion. Et puis, au Moyen-Âge, le vignoble bordelais va commencer à se développer, notamment lorsque la Guyenne est passée à l'Angleterre avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri Plantagenet. Donc c'est une période importante pour le développement du vignoble bordelais, avec effectivement la présence anglaise qui commence à se manifester avec ce mariage,
ce passage de l'Aquitaine à l'Angleterre avec ce mariage de Daniel d'Aquitaine et d'Henri Plantagenet. Et puis le développement, bien sûr, se poursuit au XVIe, au XVIIe siècle, avec un essor très important dont on parlera. C'est là que véritablement se développent les premières grandes exploitations telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec notamment des pieds de vigne plantés en sillon. C'est le début de cette organisation du terroir viticole. Et tout cela se poursuit au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, avec un élément important, la date de 1855, qui est le premier classement des crus du vignoble bordelais, et qui va à partir de là connaître un essor très important à la fin du XIXe et puis au XXe siècle, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un enrichissement important des propriétaires et des négociants qui vont beaucoup investir dans les vignobles et dans les châteaux. Mais le XIXe siècle et le XXe siècle, le début du XXe siècle, c'est aussi malheureusement le phylloxéra qui attaque le vignoble, et donc avec le développement de cette fameuse bouillie bordelaise qui va venir remédier au phylloxéra. Donc on va maintenant effectivement aborder plus précisément la question des châteaux viticoles qui sont directement liés à l'activité viticole, et on verra plusieurs périodes. On va voir une première période où finalement ce sont des châteaux qui préexistaient avant l'activité viticole et qui vont devenir, lorsque l'activité va se développer, qui deviendront les premiers châteaux viticoles. Et puis on verra que au XVIIe siècle, on voit la naissance d'un château viticole qui naît véritablement comme château viticole. Et puis, on va voir que ce château viticole va avoir plusieurs influences architecturales. D'abord, c'est une influence liée à la chartreuse bordelaise, ce type d'architecture caractéristique du Bordelais. Et puis, on va évoluer vers une architecture qui se rapprochera de l'architecture néo-palladienne, l'influence de cet architecte italien Palladio, qui va beaucoup influencer l'architecture classique partout en Europe. Et on verra des châteaux d'influence néo-palladienne. Et puis, élément très important, un architecte bordelais va marquer véritablement le processus. C'est Victor Louis, architecte du Grand Théâtre de Bordeaux, et les Bordelais vont se prendre de passion pour l'architecture de Victor Louis, et on va voir se développer des châteaux construits par des élèves de Victor Louis. En fait, Victor Louis, on le verra, ne construira qu'un seul château, mais ces élèves vont construire des châteaux, et on verra des châteaux sous l'influence directe de l'architecture conçue par Victor Louis. Et puis le XIXe siècle, c'est le siècle de l'éclectisme. Et donc on va voir plusieurs styles de châteaux qui vont se développer. Et puis bien sûr, j'en terminerai par ce renouveau architectural qu'on observe depuis maintenant une trentaine d'années, comment les châteaux, les chais viticoles vont se renouveler avec une architecture contemporaine, ce qui est un élément tout à fait nouveau qui est apparu au milieu des années 1980. Donc, première phase, ce sont effectivement ces châteaux qui existent partout en France, en Aquitaine comme partout ailleurs, mais qui, du fait du développement de l'activité viticole, vont être transformés en châteaux viticoles. Vous voyez ici sur la diapositive deux châteaux assez caractéristiques de ce mouvement de transformation d'un château préexistant avant l'activité viticole et qui va se transformer en château viticole. C'est le château de la Brède, sur la gauche, bien connu, le château de Montesquieu. Et puis, sur la droite, le château La Fourie-Péraguet, qui est un château dans le Sauternay, dont on voit bien effectivement cette forme avec ces tourelles, cette fortification. Donc, châteaux médiévaux, féodaux, de l'époque médiévale, et qui vont, au XVIe siècle, lors du développement d'activités viticoles, devenir les premiers châteaux viticoles, même si leur destination était une destination militaire au préalable, mais se transformeront en châteaux viticoles. C'est aussi, bien sûr, qu'a bien connu le château d'Yquem, dans le Sauternay, qui a commencé, en effet, très modestement avec une activité viticole assez limitée, et qui progressivement est devenu un château très important, à la fois, évidemment, pour les qualités de son vin dans le Sauternay. Donc, châteaux préexistants et qui vont donc se transformer en châteaux viticoles avant même qu'on ne crée véritablement un château viticole. Donc, la première naissance des châteaux viticoles apparaît en fait au XVIIIe siècle
c'est pour le château Aubryon, dans les Graves. C'est là véritablement qu'on voit la naissance d'un vrai château conçu pour l'activité viticole. C'est donc ce château Aubryon, son propriétaire, Jean de Ponsac, va planter des vignes et pour asseoir sa propriété viticole, va décider de construire un manoir, mais un manoir en lui donnant déjà des éléments qui le rapprochent d'un château, ces tourelles, ce toit, ce grand toit. Et donc, il lui donne d'ores et déjà un aspect très caractéristique d'un château, en se référant éventuellement à une architecture médiévale. On voit effectivement ce château, et en fait, on le voit aujourd'hui. Vous voyez l'image telle que le château a été construit au XVIIe siècle, avec un petit prolongement sur la droite plus tardif, mais aujourd'hui, le château est resté tel quel. On le voit clairement avec la partie du corps principal sur la gauche, et puis le petit bâtiment sur la droite avec ses deux tourelles qui datent du XVIIe siècle et qui n'ont pas fait l'objet d'une modification, d'une transformation. C'est considéré véritablement comme le premier château viticole, et cette première gestion va rapidement être suivie par d'autres châteaux au gré du développement de l'exploitation viticole du vignoble bordelais. Et donc le modèle qui va rapidement, qui va s'imposer de fait pour ces zones viticoles, c'est le modèle de la Chartreuse. Il existe effectivement dans la ville de Bordeaux cette architecture de Chartreuse très caractéristique sur un seul niveau, un bâtiment bas, classique, très caractéristique de cette architecture longiligne. Et donc c'est ce modèle de la Chartreuse très équilibré, très raffiné, qui va s'imposer comme le modèle de base du château viticole après sa création, telle que je viens de l'évoquer, à Aubryon. Et donc la Chartreuse est rapidement apparue comme le modèle idéal. Par ses dimensions modestes, elle suffisait aux besoins du propriétaire, et par son caractère architectural, très équilibré, très élégant, elle répondait au goût de l'époque pour les maisons de plaisance qui se développaient autour de Bordeaux. Et donc cette architecture va se développer, mais va s'enrichir progressivement à partir du modèle simple qu'on vient de présenter, et notamment qui au château de la Lagune à Ludon-Médoc. Progressivement, cette Chartreuse va s'enrichir. Elle va s'enrichir de signes qui vont le rapprocher du château. Donc on va l'agrémenter d'une terrasse, on va l'agrémenter d'un fronton, on va l'agrémenter d'un perron, de pilastres, comme ici au château de la Louvière. On va ornementer par un décor sculpté. Et ce décor va devenir de plus en plus important. On va aussi parfois, dans certains cas, adjoindre un pigeonnier. On va parfois mettre autour du château des douves. Et donc cette Chartreuse va progressivement s'enrichir avec des détails qui vont tenter, que les propriétaires vont tenter de rapprocher des signes d'un château. Mais on est quand même sur un modèle qui reste d'inspiration, qui reste basé sur la Chartreuse. Donc on voit ici à la Louvière, on a ajouté, on a agrémenté le modèle de base par un perron et ses pilastres qui prolongent le perron. Ici au château Saint-Georges, on a agrémenté par un fronton ouvragé, avec effectivement ce décor que l'on aperçoit sur le fronton, et puis un perron qui se prolonge par une terrasse bordée par une balustrade. Au château de Malle, là, on est vraiment déjà dans un petit château. On a vraiment déjà un air de petit château, même si, effectivement, il est parti clairement du modèle de la Chartreuse, mais on a ajouté de chaque côté ces deux tourelles, on l'a surélevé, le fronton est ornementé, on a quand même l'impression, on a l'image d'un petit château, même si, en effet, il est parti du modèle initial de la Chartreuse. On va donc progressivement surélever d'un étage, et là,
quand on commence à surélever, on perd un peu l'image de la Chartreuse, qui est quand même un modèle basé sur une structure très horizontale, à un seul niveau. Et donc là, on évolue rapidement vers l'image d'un château. Comme on le voit ici au château Larocque, à Saint-Christophe-des-Bardes, on voit ces deux niveaux, c'est un château classique qui, là quand même, se distingue assez fortement de la Chartreuse pour donner l'impression véritable d'un château classique avec ces deux niveaux. C'est aussi le cas au château Figeac, à Saint-Émilion. On a 3 niveaux, et là, véritablement, on a une ambiance davantage de château que de Chartreuse. Mais on est quand même dans ce processus qui a fait qu'on est parti du modèle initial de Chartreuse, qu'on a progressivement enrichi des éléments de décor, puis d'étages, qui lui donnent cette ambiance, cette impression d'un véritable château. Deuxième mouvement, c'est l'influence de cette architecture qui se développe en Europe, de ce modèle palladien. Cet architecte de Vicence, au nord de l'Italie, bien connu pour ses villas néo-palladiennes, la Rotonda, et cet ensemble de villas le long du canal qui va jusqu'à Venise. Et donc, cette architecture palladienne s'est diffusée très largement en Europe, cette architecture classique, avec ses pilastres, ses colonnades, et donc va influencer le château bordelais. Et donc, on voit apparaître, vers le milieu du XVIIIe siècle, des châteaux qui vont progressivement s'enrichir de ce modèle dit néo-palladien. Le premier exemple, on le situe au château de la Linière, à la Brède, avec effectivement avec cette façade surélevée et ce socle qui s'orne d'un portique à arcade, très caractéristique de l'architecture de Palladio. On voit d'autres exemples qui se poursuivent, comme au château du Taillan, où on voit effectivement cette colonnade, même si elle est collée au bâtiment central, au pavillon central du château, mais on est sorti du modèle initial de la Chartreuse pour aller effectivement vers un modèle du type néo-palladien. Et puis, évidemment, le modèle le plus abouti de cette évolution vers les néo-palladiens, c'est le château Margaux. C'est le château Margaux, œuvre de l'architecte bordelais Louis Combes, qui est véritablement l'exemple le plus abouti, le plus parfait du modèle palladien dans ces châteaux du Bordelais. On voit ce château mis en scène de manière très importante, très signifiante, qui se dresse au bout d'une longue allée. On voit cette masse puissante, élégante, très élégante, avec ce large perron qui conduit au portique de 4 colonnes ioniques portant un fronton qui n'est pas ouvragé, mais ce château, effectivement, est d'une très grande élégance. Sa grande symétrie, son portique à la palladienne, lui confère un style tout à fait exceptionnel. C'est donc le modèle qu'on considère comme étant le plus abouti de cette influence palladienne. Cette influence palladienne se poursuit après Margaux, comme on le voit ici au château Plassans, à Tabanac. Donc on va encore voir différents châteaux influencés par cette architecture palladienne. Au château Plassans, on le voit ici au château Marbuzet, avec cette élégante colonnade en demi-cercle dont les colonnes sont surmontées par des chapiteaux corinthiens. Bâtiment très classique, petit bâtiment, évidemment là qui n'a plus vraiment de rappel à la Chartreuse, mais on est vraiment dans un modèle complètement néo-palladien, assez sophistiqué, avec cette colonnade au chapeau, avec des chapiteaux corinthiens. Un exemple qui est intéressant de montrer, même si ce n'est pas un château viticole, mais qui est assez intéressant dans cette évolution vers le néo-palladien, c'est le château Péchotte à Mérignac, qu'on appelle aussi la maison d'Arlac à Mérignac, très caractéristique avec cette colonnade en demi-cercle qui s'avance sur le perron
est assez exceptionnel, mais ce n'est pas un château viticole. Je trouvais intéressant de le montrer, compte tenu de cette architecture très caractéristique du néo-paladien. On voit cette maison d'Arlac, à Mérignac, à proximité de Bordeaux. On peut la visiter, c'est tout à fait un monument, un bâtiment très intéressant. Et puis, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et les Bordelais découvrent le Grand Théâtre de Bordeaux en 1780, pardon, qui va être construit par Victor Louis, grand architecte bordelais, qui a construit aussi à Paris, qui a construit la Comédie Française, le théâtre de la Comédie Française, la salle Richelieu, construite par Victor Louis à Paris, et donc à Bordeaux, il construit le Grand Théâtre de Bordeaux, et les Bordelais sont séduits par ce grand théâtre, et font de Victor Louis l'architecte de référence à cette période de la fin du XVIIIe siècle. Et donc Victor Louis va devenir, pour les Bordelais, une sorte de mythe. Et donc à partir de là, eh bien, les châteaux bordelais vont, après la période néo-paladienne, vont s'inscrire dans la lignée de l'architecture de Victor Louis. Victor Louis va ne construire qu'un seul château dans le vignoble bordelais, le château du Bouille, à Saint-André-de-Cubzac. On voit ici l'un des dessins qu'il a fait pour le château du Bouille. Ce dessin n'a pas été réalisé, mais il est quand même bien dans l'esprit de ce qui a été réalisé. Il avait imaginé 2 pavillons rejoints par une galerie circulaire en demi-cercle avec un élément central au niveau de la galerie. En fait, il a réalisé une partie de son projet, il n'a pas pu le terminer. Il a réalisé une partie de son projet, la galerie centrale en demi-cercle, avec en son centre une chapelle, et puis l'un des deux bâtiments qui était prévu aux 2 extrémités de la galerie, mais il n'en a réalisé qu'un seul. Donc, on voit effectivement cette réalisation. Donc, l'édifice devait au départ se composer de 2 vastes corps de logis, donc reliés par cette grande galerie. En fait, donc, il n'en a réalisé qu'un seul. C'est donc un corps de logis octogonal, percé de plusieurs portes, avec cette colonnade et un décor relativement simple, relativement sobre, de guirlandes et de fleurs. Et donc, ce modèle de Victor Louis va se développer dans une série de châteaux du vignoble. Il va se développer notamment à l'initiative de ses élèves. Donc, plusieurs élèves de Victor Louis vont être invités pour réaliser des châteaux. C'est le cas notamment de, je suis en train de chercher le nom, de Jean-Baptiste Dufart, qui va réaliser ce château filieux dans le Sauternay, donc reprenant l'esprit tout à fait propre à l'architecture de Victor Louis. C'est aussi le cas de ce château, du château de la Bégorce à Margaux. On voit bien, mais de manière assez simple, cette architecture très équilibrée, très harmonieuse, symétrique, cette élégance qui reprend les canons de l'architecture de Victor Louis. Et donc, nous sommes effectivement dans la période des 30 premières années du 19e siècle. C'est dans cette période, 1830, que va se développer ces architectures en référence au Grand Théâtre de Bordeaux et à l'architecture de Victor Louis. Et puis, l'essor du vignoble bordelais dans le 19e siècle, notamment avec le classement 1855, va voir un développement très important des châteaux du vignoble, mais ce développement va se faire dans une sorte d'éclectisme architectural. Donc on ne fait plus référence à la Chartreuse, au néo-paladien, à Victor Louis. C'est maintenant l'éclectisme qui va régner
dans le développement des châteaux dans cette période du XIXe siècle. Cet éclectisme, donc on va notamment faire référence au néo-médiéval. C'est le cas ici du château Rico à Cadillac. On voit clairement la référence au médiéval avec ses tourelles, ses clochetons, y compris dans le décor intérieur. On va retrouver de telles références, mais assez peu dans le château bordelais. On verra un autre château, le château Bréant à Blanquefort. La référence est également très claire au médiéval, mais finalement, le médiéval a assez peu diffusé dans cette architecture au XIXe siècle. C'est d'autres influences qui vont se développer. C'est par exemple l'influence anglaise. À cette époque, au XIXe siècle, des propriétaires, des négociants sont anglais, hollandais, et donc l'influence anglaise va fortement marquer cette période de la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc, on va faire référence à l'architecture, à des styles anglais. Ici, l'un des plus caractéristiques, c'est le château Plantenac-Braun, qui fait référence à l'architecture élisabéthaine. Mais c'est aussi le château Lansan, où on voit une influence de l'architecture Tudor. C'est aussi le château Laffienné, qui est un peu entre une influence anglaise et puis l'influence du style Louis XIII, qui fait référence un peu aussi Louis XIII en France, donc des influences mixtes. Mais la présence anglaise est très importante, on va la retrouver dans de nombreux châteaux dont j'ai montré seulement quelques exemples. Et puis, un élément aussi caractéristique, notamment sur un château très emblématique que vous connaissez, c'est l'orientalisme aux Causes-des-Tournelles. On va trouver dans ce château Causes-des-Tournelles des éléments du décor tirés de l'orientalisme. La raison de cet orientalisme à Causes-des-Tournelles, eh bien, c'est que ce château, ce vignoble Causes-des-Tournelles, a connu un succès très important. Et notamment, succès important en Inde. Il s'est beaucoup vendu en Inde, à tel point qu'on a pu à un moment donné appeler ce château, on lui a donné le surnom de Maharaja. Et donc, les propriétaires de Causes-des-Tournelles, pour magnifier, célébrer ce rapport avec les Indes, avec le monde oriental, eh bien, ont voulu surmonter les chais du château de pagodes chinoises. Et ces pagodes seront effectivement l'image forte du Causes-des-Tournelles. Et puis, ils ont aussi été chercher en Zanzibar une porte qu'ils ont rapportée et qui est devenue la porte d'entrée du vignoble telle qu'on la voit ici sur l'image. Donc on voit effectivement ces pagodes chinoises et puis la porte qui a été rapportée de Zanzibar. Peu d'exemples d'orientalisme, mais ici, à Causes-des-Tournelles, c'est vraiment très caractéristique. Et donc après, dans cette seconde moitié du 19e, eh bien, début du 20e, c'est la belle époque. Et donc, on va se développer des édifices très éclectiques, différents, voulant montrer leurs différences les uns par rapport aux autres, voulant s'affirmer, et avec un luxe de décor, avec un luxe architectural qui veut effectivement témoigner de la richesse du vignoble et de la fortune de ses propriétaires. Donc on voit ici ces châteaux de Lestage, à Listac-Médoc. C'est le château du Lamont, à Blanquefort. Je ne sais pas si vous voyez, mais en mettant cette photographie, j'ai pensé à Moulinsart. On peut assez facilement voir Moulinsart dans ce château en enlevant les deux pavillons de chaque côté, mais on retrouve l'image de Moulinsart, du capitaine Haddock. C'est Château Giscourt à Margaux, très caractéristique, mais totalement
dans l'esprit de cette seconde partie du XIXe siècle. On ne peut pas dissocier l'architecture des châteaux des parcs et des jardins. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais mettre en évidence que les jardins sont des éléments totalement complémentaires de l'architecture des châteaux. Et donc, les propriétaires de ces domaines ont voulu, en même temps que les châteaux, développer des jardins qui magnifiaient l'architecture des châteaux viticoles. Ce sont d'abord été des châteaux à la française, et puis on est passé des châteaux à l'anglaise au XIXe siècle. Beaucoup ont été remaniés au cours des périodes, et les parcs tels qu'on les voit aujourd'hui sont plutôt issus de dessins de la fin du XIXe ou du XXe siècle. On voit au Château Margaux le dessin du parc sur la gauche, avec cette grande allée qui mène au château, et donc un parc à la française dessiné de l'autre côté du château. On voit ici à Bechevel, château Bechevel, ce dessin du parc qui est relativement bien conservé aujourd'hui, tel qu'il apparaît sur la photo du château actuel. Donc des parcs qui étaient des éléments complémentaires importants, voulus par les propriétaires pour faire en sorte que le château s'inscrive dans une continuité naturelle vers un parc et après vers le vignoble. Donc il y avait de la part des propriétaires du château une volonté très claire d'avoir un ensemble, le château, d'éléments architecturaux forts, le chai, le cuvier, le chai, le parc, et puis bien sûr le domaine viticole planté. Le château viticole, c'est cet ensemble dont la partie bâtie est un des éléments essentiels, mais cet ensemble qui fait qu'il s'agit véritablement de château viticole. Quelques éléments complémentaires, les décors intérieurs, aussi témoigner de la richesse des propriétaires. On voit ici, sur plusieurs châteaux, sur ces deux diapositives, un décor assez sophistiqué, recherché, qui témoigne de la volonté de magnifier la richesse, la qualité du vin des domaines viticoles. Des éléments d'ornementation qui font souvent référence à la vigne et à l'activité viticole, comme ici, sur la gauche, au château Yquem, ou sur la droite, au Cos d'Essonel. Donc ces éléments de décor, on les retrouve sur des parties du château, frontons, ou d'autres éléments du décor des châteaux. Yquem à gauche, Cos d'Essonel à droite. Décor, ornementation également dans les couleurs. On voit par exemple ici, au château d'Arsac, le chai qui était coloré traditionnellement et qui, lors d'une restauration récente à la fin des années 80, a pu retrouver ses couleurs, ce bleu tout à fait caractéristique du chai d'Arsac, du château d'Arsac, qui a été, lors de la restauration du château d'Arsac, à la fin des années 80. Après donc ce tour d'horizon des différentes périodes, de la naissance du château viticole et de son évolution dans l'histoire architecturale, je vais maintenant mettre en évidence, montrer le renouveau que l'on observe dans ces châteaux viticoles, dans ces domaines viticoles, depuis une trentaine d'années. Dès la fin des années 80, mais plus encore dès le début des années 2000, on va voir une création architecturale contemporaine faire son entrée au cœur des domaines. L'édification de chais contemporains, de chais modernes, va contribuer à une nouvelle image de marque de ces domaines viticoles, en même temps que faire la réputation, évidemment, des grands architectes qui vont travailler. C'est Villemotte, c'est Jean-Michel Villemotte au Cos d'Estournel, c'est Christian de Porzenparc à Cheval Blanc, c'est Jean Nouvel à la Dominique,
c'est Mario Botta à Faugère. Donc, je vais vous les présenter successivement. La première réalisation contemporaine, c'est pour Laffitte Rothschild, le château Laffitte Rothschild, par l'architecte Ricardo Bofill. C'est en 1985 que les propriétaires du château Laffitte Rothschild lancent un concours d'architectes pour la rénovation des chais, de leurs chais. Et c'est Ricardo Bofill, architecte catalan bien connu, qui va gagner le concours et qui va dessiner ce projet d'aménagement d'un nouveau chai à Rothschild, travaux qui vont durer un certain temps et qui vont générer un certain scepticisme de la part des commanditaires. On va s'interroger, c'est la première expression contemporaine qui se fait, donc ça suscite quand même une certaine interrogation. Et finalement, le résultat va enthousiasmer les propriétaires, et au-delà même des propriétaires, les visiteurs. Donc tout le monde sera séduit par ce nouveau chai du château Laffitte projeté par Ricardo Bofill. Mais au-delà de l'intérêt architectural, c'est aussi une prouesse technique. Donc il a imaginé ce qui était totalement novateur, un chai octogonal. Jusqu'à présent, on est dans des chais qui sont longilignes. Et là, on a un chai octogonal, ce qui va avoir un avantage très significatif, c'est que dans ce chai octogonal, on est sur des rayons de 25 mètres, et donc, ça va faire en sorte qu'on va économiser beaucoup de kilomètres parcourus par les cavistes qui sont obligés de marcher le long de ces cuviers rectilignes. Et donc, cette disposition octogonale va avoir une influence très importante et va simplifier le travail de ces cavistes dans les travaux qu'ils sont amenés à faire dans le chai. Une voûte lumineuse qui va être soutenue par 16 colonnes, donc va servir de lieu de passage pour faciliter le travail de ces cavistes. Mais c'est aussi une prouesse technique parce que l'architecte a dû respecter un certain nombre de contraintes techniques très fortes en termes d'hygrométrie, de température. Et donc, au-delà du geste architectural, il y a véritablement à la fois une prouesse technique forte avec cette nouvelle disposition octogonale et puis le respect d'un certain nombre de contraintes techniques qui s'imposaient dans les chais de ces vignobles. On voit ici le dessin de Ricardo Bofill, dont il a exécuté après, dont on a vu dans la diapositive précédente, la réalisation. Donc ce chai de Laffitte Rothschild est la première expression contemporaine, véritablement, à partir des années 1980, que l'on voit dans ce vignoble bordelais. Et puis, à la fin des années 1980, il y a eu un événement important à Paris, au Centre Pompidou. Le Centre Pompidou a consacré une exposition qu'il a appelée Château Bordeaux. Cette exposition Château Bordeaux a été très intéressante parce qu'effectivement, d'abord, en effet, elle refaisait l'histoire du château viticole, et puis elle introduisait un processus de création contemporaine. Donc, Château Bordeaux, Centre Pompidou avait lancé une sorte d'appel à candidature virtuelle pour des châteaux avec des architectes pour concevoir une architecture contemporaine dans un certain nombre de châteaux. Et donc, une partie de l'exposition montrait ces projets qui n'ont pas été réalisés. C'était des projets d'études, d'architectes, des projets contemporains d'architectes pour des châteaux qui avaient accepté de se livrer à ce jeu. Donc très intéressant et manifestant clairement la volonté et l'idée qu'une architecture contemporaine pouvait parfaitement s'adapter
dans ce vignoble bordelais et apporter, je dirais, un certain nouveau souffle à ce vignoble et à ces châteaux viticoles. Après la Lafite Rothschild pour son chai, la première véritable réalisation et qui découle véritablement, clairement et concrètement de Château Bordeaux, c'est pour le château Pichon-Longueville Baron, puisqu'il y a deux châteaux Pichon-Longueville, Pichon-Longueville Baron et château Pichon-Longueville Comtesse. Donc c'était le château Pichon-Longueville Baron, qui était propriété d'AXA, de se lancer dans le réaménagement d'un chai et d'un cuvier d'architecture contemporaine. Donc après un appel à candidature, un appel d'offres, un concours d'architectes, c'est une équipe franco-américaine qui a été sélectionnée par AXA, l'équipe Dillon de Gatine, deux architectes, l'un américain, l'autre français, qui ont donc gagné le concours et qui vont réaliser le projet et construire ces nouveaux aménagements pour ce château Pichon-Longueville Baron. Deux principes vont guider les architectes. Les constructions nouvelles qui vont se développer pour le chai et le cuvier ne devront pas rivaliser avec le château, comme on peut le voir sur cette photo, mais venir compléter, venir apporter un complément au château. Deuxième principe, faire en sorte que l'ensemble des éléments qui constituent le domaine, le château, le vignoble, donc le nouveau chai, le nouveau cuvier, constituent un ensemble équilibré entre ces trois ensembles, château, chai, cuvier et vignoble. Qu'il n'y ait pas effectivement de primauté d'un élément sur un autre, mais que tout ça se constitue de manière équilibrée. Et donc les architectes vont partir de l'idée de développer une sorte de mur, un peu à l'image des murs qu'on voit dans le Médoc. Donc ils ont créé une forme architecturale qui dérivait du mur et qui va, à certains moments, donner lieu à une porte, une colonnade, une sculpture, et ce mur va guider le visiteur depuis l'entrée du domaine jusqu'au vignoble, au cuvier et au chai, comme on peut l'imaginer sur la diapositive de droite. La porte du vignoble, on le voit, non, elle n'apparaît pas ici, pardon, elle est rehaussée de deux griffons, et celle du cuvier, celle qu'on aperçoit au fond sur la diapositive de droite, est dominée par une fenêtre ouverte sur le ciel et qui est encadrée par deux obélix qui rappellent les points de repère qu'on observe, qu'on voit régulièrement dans le vignoble et les paysages du Médoc. Le chai, sur la diapositive de gauche, est organisé à partir de trois grandes nefs séparées par une colonnade. Deuxième exemple, pour le château Cheval Blanc, où l'architecte Christian de Porzenparc a réalisé une architecture très contemporaine pour le cuvier et le chai. Les propriétaires de Cheval Blanc ont même demandé à Porzenparc de dessiner les cuves du cuvier. On voit sur la photo de droite ces cuves en béton dessinées par Porzenparc qui constituent un des éléments forts du cuvier et de l'architecture dessinée par Porzenparc. À l'extérieur, des voiles de béton constituent une sorte de promontoire, de belvédère, qui va prolonger le château, et sur lequel on peut monter sur ces voûtes, ou en partie, pour découvrir l'ensemble du vignoble et découvrir la beauté de ce paysage. Et donc tout ça dans une ambiance très épurée, qui va s'inscrire dans une géométrie très simple, avec des surfaces courbes et un matériau comme ce béton moulé. On voit
effectivement, sur la photo de gauche, comment on peut accéder par un escalier sur ces voûtes pour découvrir le paysage du vignoble. Ces voûtes, effectivement, sont un des éléments forts de ces constructions nouvelles au château Cheval Blanc, réalisé par Ports Parc, avec cet élément aussi très important que sont les cuves en béton du Cuvier. Exemple suivant, c'est l'exemple du château Faugère à Saint-Émilion, réalisé par Mario Botta. Mario Botta, au château Faugère, a voulu, comme il l'a exprimé, dessiner une sorte de chai-cathédrale. Il a voulu faire du chai une sorte de cathédrale, un long bâtiment en pierre, avec cette tour centrale au milieu. Il a souhaité absolument avoir une pierre blonde pour lui donner cette ambiance très chaude. Et malheureusement, il a fallu importer la pierre d'Espagne parce que la pierre, on ne trouvait plus en Aquitaine une pierre de cette couleur. Et donc, il a fallu importer la pierre de l'Espagne pour donner cette caractéristique d'une tonalité très, très blonde à cette cathédrale voulue par Mario Botta. Donc, au centre, une tour dont on le voit très légèrement, dont les flancs latéraux sont des grandes parois qu'ils ont percées d'une dizaine de petits jours, donc ajournés par des petites sortes de petites lucarnes, des petits carrés, qui sont, d'après Mario Botta, qui voulaient signifier, qui voulaient évoquer la vie secrète de la vigne passant à l'état de vin. Donc ces petits carrés veulent signifier pour l'architecte le passage de la vigne à l'état de vin. Autre exemple très caractéristique, très novateur, ce sont les chais du château Les Carmes-Aubryon, qui ont été réalisés par l'architecte bordelais Xavier Arsène-Henry, associé à Philippe Starck, que vous connaissez bien. Et donc, ça donnait ce chai très caractéristique qui ressemble à un bateau inversé qui sort de l'eau. Et en fait, c'est véritablement le souhait des architectes d'avoir voulu créer ce bateau à étrave inversée, aux lignes très épurées, qui baigne dans un plan d'eau. Et pour les architectes, c'était une façon d'évoquer ce chai à barrique situé sur l'eau, sous l'eau, voulait évoquer la ligne de flottaison des bateaux quand le vin vieillissait pendant la traversée, lorsque le vin était transporté dans des bateaux pour aller vers l'Angleterre ou dans d'autres régions. Et pendant la traversée, le vin vieillissait dans ces bateaux. Donc les architectes ont voulu évoquer ce passage de la traversée du vin dans ces bateaux en imaginant ce navire dans l'eau, avec cette image de navire inversé qui plonge dans la rivière. On voit sur ces images très caractéristiques qui font évidemment tout de suite penser à ces images de bateaux, mais avec cette référence que les architectes ont voulu donner à la traversée des bateaux pendant lesquels le vin vieillissait. Jean Nouvel a réaménagé les chais du château de la Dominique, qui est dans la région de Saint-Émilion. La Dominique est un château qui voisine avec des très grands châteaux, Cheval Blanc, Pétrus, Figeac, la Conseillante, l'Évangile, donc des grands noms du vignoble de Saint-Émilion. Et donc, les propriétaires de la Dominique ont voulu véritablement marquer leur territoire en faisant appel à Jean Nouvel et en créant une sorte de paysage relativement exceptionnel dans ce vignoble. Et donc Jean Nouvel a imaginé un objet qui vient prolonger le bâtiment existant
une bâtisse en pierre au centre du domaine qui va se prolonger jusque dans les vignes, un peu dans un esprit de land art. Et donc, on voit ce bâtiment avec différentes parois, différentes façades, des façades métalliques avec une couleur rouge très soutenue qui veut évoquer la couleur évidemment du vin, et puis des façades en miroir qui veulent réfléchir le vignoble pour créer un dialogue entre le vignoble et le bâtiment du cuvier et bûcher. Donc ce bâtiment très contemporain qui se veut être à la fois un prolongement des bâtiments anciens, un prolongement contemporain, et qui veut dialoguer avec le vignoble dans ce travail en miroir, dans la partie miroir, dans la partie des façades en aluminium rouge. Château Pédesclos, à Pauillac, réaménagé par Villemotte, qui a en fait aménagé deux bâtiments. Le chai et le cuvier qu'on verra dans la diapositive suivante. Et puis, dans le bâtiment du château existant, il a prolongé par deux bâtiments de côté, vitrifiés, qui permettent là aussi de refléter l'image du vignoble. Le parti de Villemotte était de permettre effectivement là aussi un dialogue, un peu comme Jean Nouvel, un dialogue entre le vignoble et les bâtiments, en générant un effet de relief entre la vigne et le bâtiment, tel qu'on peut le voir sur ces deux bâtiments qui s'accolent au château principal, et comme on le voit sur le chai et le cuvier dans le bâtiment qui apparaît sur la gauche, mais qui laisse aussi apparaître à l'intérieur. On peut voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du cuvier et du chai. Donc cette volonté, effectivement, de manière très sobre, de jouer sur la transparence et de jouer aussi sur le reflet entre les vignes et les bâtiments. Villemotte est intervenu également cause-destionnelle en réalisant un chai très longiligne, très discret, comme on peut le voir sur la diapositive ici, mais avec tout un travail à l'intérieur sur les cuves et les chais. Donc il a imaginé des cuves coniques, métalliques, avec une circulation en hauteur, et des chais avec ces colonnades lumineuses très particulières. Donc à la fois un travail intérieur qu'il a poussé assez loin dans le dessin des cuves et du chai, et puis ce travail de relation avec l'extérieur, entre ce dialogue qui s'établit dans les reflets entre le bâtiment, les vitres du bâtiment et l'extérieur. C'est cette capacité de transparence qu'on peut voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du cuvier. Norman Foster, à Château-Margaux, qui est intervenu de manière très sobre dans ce château dont on a parlé précédemment, l'architecture qui s'impose très fortement, avec cette colonnade néo-palladienne, donc ce château Margaux très fort, très puissant, mais également très élégant. Et Norman Foster est intervenu assez simplement, de manière discrète, en finesse, pour chercher véritablement à s'intégrer, à prolonger, mais sans concurrencer l'image du château Margaux. Je lis un peu, je vais vous lire ce qu'il a indiqué. Le contrepoint entre l'ancien et le moderne ne se révèle que lorsqu'on y regarde de plus près, dit l'architecte. Le nouveau bâtiment n'entre pas en compétition avec le château, qui reste le personnage principal de Margaux. Volonté clairement de ne pas concurrencer le château, qui reste l'élément central, l'élément principal, comme il le dit, mais il va s'inscrire tout en douceur, en simplicité, en discrétion, dans une prolongation du château, comme on le voit sur la diapositive de gauche. Là aussi, un travail intérieur, avec ce cuvier, ces cuves, dessinés par Norman Foster. D'autres réalisations, et j'en termine avec
un élément que je crois intéressant à Bechevel, juste en mettant en évidence ce détail du nouveau chai de Bechevel. Vous connaissez l'histoire de Bechevel, vous connaissez le pourquoi du nom de Bechevel. Bechevel signifie baisser les voiles, parce que le château Bechevel était implanté en bordure de la Garonne, était propriété du duc d'Épernon, qui était un grand amiral de France. Et lorsque un bateau de la marine passait devant le château Bechevel, eh bien, il devait baisser ses voiles pour faire honneur à l'amiral d'Épernon. Et donc, l'aménagement, l'architecte Arnaud Boulin, qui est un architecte bordelais, qui a travaillé sur l'aménagement du chai, a voulu faire référence à cette histoire de Bechevel et a imaginé une sorte de décor où on voit ces voiles qui semblent bouger comme si elles se baissaient au passage du château. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je voulais simplement, en conclusion, vous dire qu'on assiste véritablement aujourd'hui à un renouveau architectural de ces châteaux bordelais qui ne vient pas du tout en contradiction avec l'histoire de ces châteaux, avec ces périodes successives de la Chartreuse, du néo-paladien, de l'architecture Victor Louis, de l'éclectisme du XIXe siècle, et qui vient au contraire la compléter dans une vision contemporaine. Mais néanmoins, évidemment, ça n'est pas sans risque. Ça n'est pas sans risque parce qu'on voit bien que la volonté des propriétaires est de vouloir s'affirmer, de vouloir affirmer la puissance de ces domaines, la richesse de ces domaines. Et donc le risque, c'est peut-être parfois de tomber dans une certaine exubérance qui n'est plus en lien avec l'esprit bordelais. Je crois qu'effectivement, l'esprit bordelais, et vous l'avez compris au travers de cette histoire des châteaux, l'esprit bordelais, c'est l'esprit du vin de Bordeaux, c'est l'élégance, c'est la finesse, c'est la subtilité des arômes. Et donc, tout ça se traduisait dans l'architecture qu'on a pu voir. Et il ne faudrait pas que ces caractéristiques soient effectivement un peu contredites par certaines exubérances qui seraient un peu trop poussées par certains propriétaires. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Pardon, je reviens sur le webinaire.